Voilà, donc la solution EVRP, c'est une solution qui a été co-développée avec le CNRS et que l'AMU voilà, instruit, met à jour désormais en autonomie et continue à faire évoluer pour le proposer à l'ensemble de la communauté. Donc c'est une solution qui se veut à la fois unique et commune, commune puisque elle répond aux besoins de l'ensemble et de tout type d'établissements, toute typologie d'établissements de la communauté, petits établissements ou très gros établissements, on verra un petit peu la communauté par la suite, et qui est là pour aider voilà, à optimiser, à gérer évidemment la prévention de la santé et les risques sécurité au sein des établissements, que ce soit en centrale ou évidemment aussi au sein des laboratoires, puisqu'on vous expliquera le fonctionnement de la plateforme. Voilà, elle a été développée avec le concours de 3 établissements pilotes. Sorbonne Université, l'Université d'Angers et l'Université de Paris. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une communauté de 27 établissements qui sont utilisateurs de cet outil avec, comme je le disais, de très très gros établissements ou de petites écoles, puisque c'est un outil que vous pouvez évidemment personnaliser, qui fournit un socle et que vous personnalisez en fonction de vos besoins. Donc il ne présente pas cette difficulté d'adaptation en fonction de la taille ou de la complexité de l'établissement. Voilà. Et je vais laisser tout de suite la parole à Laurence pour commencer à vous présenter le périmètre fonctionnel de l'établissement. Voilà, donc on vous a mis quelques petites diapositives pour vous présenter le périmètre fonctionnel de la solution. Bien évidemment, tout va prendre du sens quand je vais réaliser la démonstration. Voilà, au fur et à mesure, je vais vous présenter un petit peu des éléments théoriques et puis au moment de la démonstration, ça prendra un peu plus sens. Donc EVRP, c'est un outil qui va vous permettre d'identifier, d'évaluer, de hiérarchiser les risques professionnels, puisqu'on le verra tout à l'heure, l'ensemble des facteurs de risque sont présents dans l'application. L'évaluation, donc le questionnaire de cotation, est aussi présent dans l'application, et donc le calcul de la priorité et des risques se fera aussi automatiquement après avoir rempli le questionnaire de cotation, ce qui va vous permettre une hiérarchisation automatique de vos risques entre 1 et 4 avec des codes couleurs, voilà, rouge le plus important, vert le moins important. Et puis, associé à ces risques, on va voir qu'on va pouvoir saisir des actions de prévention, une ou plusieurs en fonction du risque, ce qui va nous permettre de sortir un programme de prévention de ces risques professionnels qui auront été déclarés au sein de vos unités de travail, puisqu'on va le voir également une fois qu'on a saisi nos risques et nos propositions d'action et que ces dernières sont validées. On a la possibilité de faire déclarer le document unique par les directeurs d'unité de manière automatique. On connaît les difficultés à associer parfois les directeurs d'unité dans cette déclaration des documents uniques. Eh bien, dans EVRP, ce sera tout simple. Il suffira que ces directeurs d'unité se connectent et qu'ils cliquent sur un bouton qui s'appelle déclaration du document unique. C'est en ça qu'on appelle production automatique du DU. Bien évidemment, pour que ceci soit possible, il faut avoir préalablement renseigné des risques et les avoir validés. Et puis enfin, une traçabilité de l'ensemble des actions, puisque on verra que lors de la première déclaration d'un document unique, on va pouvoir sortir le document unique et le programme d'action de prévention. Et puis chaque année, quand on viendra mettre à jour son document unique, puisque réglementairement, il s'agit de déclarer un DU par an à date anniversaire, eh bien, on aura ensuite, en plus du DU et du programme d'action associé, le bilan des actions passées. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'assurer une traçabilité aussi des actions de prévention. Donc, on va le voir au moment de la démonstration. EVRP contient différents menus. Chaque utilisateur, selon son rôle, aura des droits différents dans chacun des menus. Par exemple, seul le directeur d'unité a accès au menu déclaration des risques.
de déclaration du DU, pardon. Un assistant de prévention peut saisir des risques, mais il ne pourra pas déclarer le DU. Donc les différents menus s'appellent administration, donc c'est ce qui va vous permettre de réaliser tout le paramétrage de l'application EVRP, puisqu'au départ, on le verra, la base initiale est vide au niveau des localisations, en tout cas en termes d'unités de bâtiments, puisque chaque école ou chaque université a ses propres bâtiments, a ses propres UFR, a ses propres unités. Et donc localisation. Donc c'est pour ça que la base au départ est vide et donc elle doit être paramétrée. Donc tout ça est possible depuis le menu administration. On aura aussi un menu qui s'appelle saisie des risques qui va permettre au profil ayant le droit de saisir des risques, donc ce sont les AP, les valideurs et puis les directeurs d'unité. On aura un menu évaluation en cours qui nous permet de consulter en temps réel les risques qui sont présents dans l'application. Et puis un menu document unique qui va nous permettre de consulter en temps réel les risques qui vont apparaître dans le document unique. Voilà, il y a une différence entre ce qu'on est en train de saisir et puis ce qu'on est prêt à être déclaré dans le document unique. Et puis enfin, il y a des tableaux de bord et des requêteurs qui vont vous permettre d'extraire au format Excel différents tableaux de suivi, voilà, pour un petit peu pouvoir piloter ces risques. Je vous montrerai au moment de la démo quelques exemples des tableaux qui sortent. Et puis un onglet historique et archives. Donc l'historique, ça va vous permettre de garder une trace de tous les documents uniques qui ont été déclarés depuis votre passage en exploitation dans l'application. Donc pour les universités qui utilisent EVRP depuis 2012, eh bien, elles ont des documents uniques qui sont historisés depuis 2012. Et aussi un menu archives dans le cas où vous auriez des restructurations en interne, où vous auriez des unités qui viennent à être fusionnées, éclatées, qui changent de nom, voilà, un système d'archives, tous les documents uniques que ces unités qui n'existeraient plus à présent, eh bien tous les documents uniques qui auraient été déclarés sont bien archivés pour retrouver une trace, voilà, de ces précédentes déclarations. Donc, au niveau du périmètre fonctionnel, donc au niveau de ce que vous pourriez faire dans l'application, comme je vous le disais, nous, on met à disposition tout le référentiel des facteurs de risque. Donc, voilà, c'est le listing tel qu'il a été défini par l'ANACT, l'INRS. Donc, on le verra au moment de la démo, une liste de facteurs de risque, des sous-facteurs de risque qui y sont associés. La possibilité de localiser les risques suite au paramétrage des localisations que vous aurez effectué. Et puis la cotation des risques, on a un questionnaire de cotation qui est implémenté dans l'application et la validation des risques. Une fois que les AP, assistants de prévention ou auteurs, ont saisi des risques, eh bien, il faudra les valider pour qu'ils soient présents dans le document unique. On va pouvoir faire, voilà, comme je le disais tout à l'heure aussi, le suivi de l'évaluation en cours, l'identification des actions correctives. Donc, au niveau de ces actions correctives, on va avoir la possibilité dans l'application de les lier à des responsables d'action. Voilà, on va les associer à des responsables d'action, ce qui nous permettra de pouvoir, par exemple, requêter dans l'application toutes les actions qui sont associées à tel ou tel responsable pour pouvoir leur donner un listing des actions qu'ils ont à faire avec une date prévisionnelle de mise en œuvre. Et puis, une fois que ces actions auront été réalisées, on aura la possibilité de venir mettre à jour ces informations prévisionnelles qui étaient le coût et la date de réalisation avec une date de réalisation réelle et un coût réel, ce qui va nous permettre aussi de piloter notre plan de prévention aussi d'un point de vue financier. Voilà, on aura vraiment le coût réel de ce que nous a coûté la prévention de chaque risque dans nos unités de travail. Je le disais aussi tout à l'heure, la production, le suivi et l'historisation des documents uniques, le suivi du programme d'action. Une fois qu'on a déclaré un premier document unique, et bien normalement, selon la réglementation, 1 an après, il faudrait venir déclarer à nouveau un nouveau document unique.
puisque si on a mis en place un plan de prévention et que des actions ont été réalisées, eh bien potentiellement il y a des risques qui auront disparu d'une année sur l'autre. Il y aura des risques qui n'auront pas disparu, mais qu'on appellera maîtrisés, c'est-à-dire qu'on a fait des actions de correction possibles. Malgré tout, voilà, le risque demeure, mais en réalisant l'action, forcément, le risque va passer à un niveau de priorité qui va être moins élevé qu'au départ. Et puis, on a la possibilité aussi de déclarer des risques résiduels. Au moment où on renseigne une action comme réalisée, on va nous demander est-ce que ce risque il est éliminé, est-ce qu'on le conserve avec une priorité moindre, ou bien est-ce qu'on veut créer un risque résiduel à partir de ce premier risque. Donc, la mise à jour des risques, c'est un processus qui est automatisé. On va le voir du moment qu'on renseigne une action comme réalisée. Vous allez avoir automatiquement des messages informatifs, des pop-up, des redirections qui sont natifs dans l'outil. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est un outil qu'on fait évoluer chaque année en fonction des besoins des utilisateurs. Il y a eu un groupe utilisateur, un groupe de travail qui a été monté sur la fin de l'année 2019 et depuis 2020, on prend vraiment en compte les retours et les besoins des utilisateurs puisqu'on sait que c'est une application qui ne va pas être utilisée tous les jours par les assistants de prévention ou les directeurs d'unité. Et quand on a à se reconnecter une fois par an dans l'application, eh bien voilà, on a oublié, on ne sait plus où il faut cliquer, dans quel menu il faut aller. Donc c'est vrai qu'on a essayé vraiment de mettre en place tout un système de workflow, tout un système de messages informatifs, tout un système de pop-up qui vont s'afficher au survol d'une information pour vous indiquer si vous cliquez là-dessus, voilà ce que ça va produire pour vraiment aider à l'utilisation de l'application et faire quelque chose de très facile d'utilisation. Et enfin, la possibilité de définir des tableaux de bord personnalisés. On le verra tout à l'heure au moment de la démonstration. Par exemple, si je veux être capable d'évaluer le coût de la prévention du risque chimique dans une unité ou dans une composante ou à l'intérieur de tout mon établissement, j'ai la possibilité de savoir sur une année donnée combien par exemple, m'aura coûté la prévention du risque chimique ou du risque électrique. Voilà, on a vraiment la possibilité d'extraire et de requêter tout un tas d'informations. Donc là, sur la prochaine diapo, je ne vais pas passer plus de temps parce que du coup, c'est juste comme on va vous envoyer le support, au moins vous aurez le périmètre fonctionnel ventilé en fonction des menus, mais c'est vraiment une redite de ce que je viens de vous dire. Donc on vous l'a laissé pour affichage, mais je ne vais pas passer plus de temps dessus. Simplement vous dire que, comme le disait tout à l'heure Karine, notre application, elle a été construite avec le CNRS. Et c'est notre ministère de tutelle, donc l'ESR à l'époque, qui avait demandé que la MU puisse proposer cet outil à ses adhérents. Et donc le format du document unique qui est produit depuis EVRP est validé voilà, par notre ministère de tutelle et donc le format est bien validé comme étant voilà, compatible avec le format ministériel. Alors, on va le voir au moment de la démonstration. C'est pour ça que je vous ai mis quelques captures d'écran sur les acteurs impliqués dans le processus de saisie et de déclaration des risques. C'est que dans EVRP, on va avoir la possibilité d'associer vraiment tous les acteurs de la prévention au sein des établissements. Alors juste un petit point d'attention, ce que nous on va appeler président, c'est le rôle qui va permettre de paramétrer l'application. Voilà, en général, ce ne sont pas les présidents d'université qui se connectent dans EVRP pour paramétrer, mais comme il nous fallait un rôle de paramétrage, il s'est appelé présidence. Voilà. Donc, on va avoir des utilisateurs qui ont la possibilité uniquement de saisir des risques et de les rédiger et de les approuver. Donc, on va avoir deux types d'utilisateurs, les auteurs et les assistants de prévention. En général, les trois quarts des établissements ne font que des rôles d'assistant de prévention, mais parfois, il arrive dans certaines unités qu'on n'ait pas du tout de personnel qui travaille voilà, sur l'aspect santé et sécurité. Et donc, il leur faut quand même quelqu'un pour saisir les risques. Et donc, on a créé un profil qui s'appelle profil d'auteur et qui a un petit peu moins de droits que les assistants de prévention. Ils peuvent rédiger des risques, mais pas les approuver.
pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple une secrétaire de laboratoire. Voilà, on est dans un laboratoire où il n'y a pas du tout de personnel en lien avec la santé et sécurité, mais on a besoin qu'une personne au sein de l'unité fasse la saisie des risques. On va donner le rôle d'auteur, par exemple, à une secrétaire de laboratoire. Ensuite, la différence avec les assistants de prévention, c'est que les assistants de prévention, ils vont pouvoir ajouter des informations au niveau de l'unité, voilà. Par exemple, définir des responsables d'action. Ils vont pouvoir, une fois que les risques sont rédigés, les approuver. Donc voilà, ils ont un petit peu plus de droits que les auteurs. Ensuite, on va avoir les valideurs et les directeurs d'unité qui, eux, ont encore plus de droits que les assistants de prévention. Donc, le valideur, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir valider les risques. Et une fois que les risques seront validés, ils seront prêts à être déclarés par le directeur d'unité. Le directeur d'unité, quand il va déclarer le document unique, seuls les risques qui auront été validés pourront figurer dans le document unique. Donc, ce système de workflow de validation, il est intéressant parce que justement, quand on va avoir un auteur qui n'est pas forcément formé à la retranscription des risques professionnels, qui décrirait mal une modalité d'exposition ou un moyen de prévention mis en place, eh bien, si son risque il n'a pas été jugé comme pertinent et qu'il n'est pas validé, il ne pourra pas être déclaré dans le document unique. Donc, c'est une certaine sécurité par rapport à ce qu'on a dans notre évaluation en cours et ce qu'on va avoir dans notre document unique. Ensuite, on a le profil d'ingénieur sécurité. Donc, le profil d'ingénieur sécurité, c'est quelqu'un qui ne va pas saisir des risques. Ce profil-là va pouvoir justement visualiser les données de tout l'établissement, de toutes les composantes, de toutes les UFR. Il va pouvoir faire les tableaux de bord, les requêtages sur l'ensemble des données de l'application. Les premiers profils que je vous ai présentés, ils n'ont un droit de visualisation que sur les unités sur lesquelles ils sont déclarés comme étant AP. Par exemple, j'ai 10 unités, eh bien mon AP de l'unité A ne verra pas les données de l'unité B. Par contre, l'ingénieur sécurité, lui, verra toutes les données puisqu'il peut être habilité sur plusieurs composantes et donc plusieurs unités. Ensuite, on va avoir des profils qu'on va appeler les profils de consultants. Et là, ces profils-là, c'est pour donner un accès à la visualisation du document unique. Ce sont des profils qui ne permettent de voir, qui ne permettent pas de faire de saisie, qui permettent juste de venir consulter, voilà, les documents uniques. Ça peut être des consultants qui sont membres du CHSCT. Ça peut être le médecin de prévention. Ça peut être un ingénieur sécurité d'une autre comment dire, administration, par exemple dans le cadre des unités mixtes de recherche. Vous pouvez très bien avoir une unité qui est hébergée chez vous, mais pour lequel, par exemple, l'INSERM ou le CNRS travaillent conjointement et qui pourrait vous demander d'avoir accès aux documents uniques pour voir à quels risques sont confrontés leurs agents. Voilà donc pour les différents types de profils. Je vous ai remis une diapositive que vous pourrez reconsulter, voilà, où on voit vraiment chaque rôle ici, ce que chaque rôle permet de faire. On voit, comme je vous le disais, le rôle de déclaration du document, il est vraiment donné qu'au directeur. Par contre, tout ce qui va être rédaction du risque, voilà, les auteurs, les assistants de prévention, et bien évidemment, hein, si l'auteur et l'assistant de prévention a le droit, le directeur et valideur, qui ont les rôles les plus élevés, ont aussi le droit. Voilà. Je vous laisserai prendre connaissance de la ventilation des rôles, c'est pour ça que je l'ai mis sur le support. J'en parle pas plus. Donc, par rapport à cette présentation des acteurs où je vous montrais qu'il y a différents rôles, différents acteurs, et puis qu'on a la possibilité de donner une visibilité sur des acteurs externes aux unités comme le médecin de prévention, les membres du CHSCT, on voit que c'est un outil qui va vous permettre d'impliquer vraiment une pluralité d'acteurs, et ça va être un outil qui va faciliter la communication, que ce soit interne ou externe,
au sujet de la prévention des risques et de la santé-sécurité au travail. Donc, en interne, c'est un système d'information partagé qui permet une évaluation. Nous, on appelle ça participatif parce que, comme je le montrais, tous les acteurs vont être associés, que ce soit à la saisie du risque, à la validation du risque ou à la déclaration du document unique. Toutes les unités de votre établissement vont pouvoir déclarer le même format de document unique, le même format de programme d'action de prévention. Donc, ça permet voilà, d'uniformiser et d'homogénéiser les différents DU des unités. Du coup, une facilité aussi d'échange entre les acteurs, parce que comme je vous le disais, il va y avoir beaucoup de processus de workflow qui sont intégrés dans le système. Et puis en externe, comme je le disais aussi tout à l'heure, la possibilité de donner accès aux partenaires de l'unité ou de l'unité mixte de recherche, voilà, de pouvoir consulter le document unique en temps réel. Alors, au moment où EVRP a été adapté pour répondre à nos établissements, donc qu'il s'agisse d'universités ou d'écoles. Voilà, EVRP, c'était vraiment la retranscription informatique du guide d'évaluation des risques qui était mis en place par notre ministère de tutelle. Comme je vous le disais, le format de notre document unique a été tamponné à l'époque et donc est validé. Et puis voilà, c'est une saisie, on va dire, facilitée du DU, puisque on a implémenté dans l'application directement les facteurs de risque qui étaient référencés dans le guide de la DGFaP, et puis une production voilà, automatique du DU qui est au format proposé par le ministère. Donc, c'est aussi un outil de pilotage, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, au niveau des actions de prévention, puisque on va pouvoir avoir une vision globale de tous les DU des unités de travail. On va pouvoir avoir une vision globale de tous les programmes d'action, toutes les actions en fait correctives qui sont à mener pendant l'année. On va pouvoir justement piloter ces actions-là en fonction bien évidemment de chaque rôle qui est attribué à chaque utilisateur de l'application. Mais voilà, on a la possibilité de faire des tableaux de bord pour piloter ses propres actions si on est identifié comme étant responsable d'action. Et puis des requêteurs pour pouvoir produire facilement voilà, des états pour connaître, comme je disais tout à l'heure, en temps réel le coût de nos actions de prévention. Donc ça permet aussi de faciliter parfois la prise de décision sur la mise en place des actions correctives, puisqu'on sait que voilà, on a un budget aussi et qu'on ne peut pas forcément tout faire. Donc voilà, avoir justement la possibilité de piloter d'un point de vue de sortir les coûts de chaque action, parfois ça va nous permettre de nous aider à la décision, parce que on va vouloir peut-être parfois faire plus d'actions qui vont réduire un plus grand nombre de risques dans une unité si elles ont un coût moins élevé qu'une seule action. Qui a un coût très élevé. Donc voilà, on a la possibilité de mettre en regard le niveau de priorité des risques. Si j'ai des risques qui sont de priorité 4 et qui ont des actions correctives associées qui sont très chères, et que j'ai des risques de priorité 1 et les actions de prévention corrective qui sont associées sont de niveau moins élevé, on va dire, d'un point de vue financier, eh bien on va pouvoir plus facilement peut-être décider de prioriser le risque qui est le plus important et qui coûte le moins cher, on va dire, pour mettre en place les actions correctives. Et puis un dernier élément, juste il faut savoir que si jamais vous avez au sein de vos établissements des restructurations d'unités, que ce soit une unité qui ferme, une unité qui fusionne, une unité qui éclate, on a livré un module qui permet voilà, de réaliser ces actions de restructuration d'unités directement dans l'application, et ça transfère en fait l'ensemble des risques et les actions associées directement dans les nouvelles unités. Ça vous évite, voilà, dans le cadre où vous avez une unité qui fusionne avec une autre, d'avoir à tout ressaisir. Une unité qui éclate, ça vous évite d'avoir à tout ressaisir. Voilà. Donc c'est vrai que
cette fonctionnalité aussi a été appréciée par les utilisateurs. Voilà, donc là, je vous ai remis une diapositive sur les bénéfices de la solution. Donc, c'est ce que j'ai déjà abordé au fur et à mesure des précédentes diapositives. Donc, je ne vais pas relire à nouveau cette diapositive. Voilà, on a mis ça en office de petites conclusions sur les bénéfices de la solution. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai dit. Il y a des bénéfices pour la gouvernance parce qu'on peut piloter la prévention des risques, diminuer les risques et la prévention des maladies professionnelles, responsabiliser les acteurs et puis au niveau des utilisateurs, c'est un outil qui va vraiment être très intuitif. On a cherché vraiment à faciliter l'utilisation de l'outil par les assistants de prévention et pour tous les acteurs qui n'ont pas à se connecter quotidiennement à l'application. Voilà. Et puis, un outil qui permet, voilà, comme on l'a dit, même pour les utilisateurs, de piloter leurs actions en temps réel, puisque s'ils sont définis comme étant responsables d'action, ils ont la possibilité de requêter également sur les actions sur lesquelles ils sont associés. Alors quelques mots, j'en ai dit un petit peu déjà quand je présentais le périmètre fonctionnel. Donc ce qui est arrivé dernièrement et puis ce qui va arriver prochainement sur les perspectives d'évolution. Donc déjà il faut savoir qu'en 2020, jusqu'en 2020, on n'avait pas mis à disposition les facteurs de risque psychosociaux puisque jusqu'alors on nous avait fait la demande que ce soit plutôt géré par la direction des ressources humaines et pas forcément par les services de santé et sécurité au travail. Et puis, voilà, les besoins ont émergé. On nous a demandé de rajouter ces facteurs de risque psychosociaux à la liste des facteurs de risque qui sont implémentés dans EVRP. Donc, ça a été fait. Et puis, on a fait une refonte ergonomique de l'application pour justement voilà, faciliter l'utilisation des différents menus. Et puis cette année qui se poursuivra jusqu'en 2022, voilà, je vous le disais, on a monté des groupes de travail utilisateurs pour livrer des évolutions qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Donc le constat qui avait été fait, c'est que les AP des unités, pour la plupart, se connectaient une fois par an pour faire la mise à jour annuelle du document unique. Et d'une année sur l'autre, ils étaient un peu perdus, ils ne savaient plus trop dans quel menu il fallait aller, quelles allaient être, s'ils cliquaient sur telle ou telle action, qu'est-ce que ça allait pouvoir faire? Est-ce qu'il y avait des retours arrière possibles? Est-ce qu'ils n'allaient pas faire une mauvaise action en cliquant à différents endroits? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté énormément d'infobulles, énormément de boutons d'aide. On va le voir au moment de la démonstration. On a simplifié les process de mise à jour du document unique, puisque on a livré des process qui permettent de valider en masse l'ensemble des risques ou de dévalider en masse l'ensemble des risques. Donc, c'est un gain de temps. On n'a pas à passer sur chacun des risques. Si on est sûr que la totalité des risques sont à valider, on peut le faire automatiquement. Et puis, sur 2022, ce process de validation des risques va être reporté sur les propositions d'action où il sera possible également de valider en masse les propositions d'action. Alors, on va passer à une démonstration de l'outil. Voilà, donc on voit bien mon écran, Karine? Ça a bien permuté? Très bien, absolument. Ok, super. Donc tout d'abord, là, juste quelques mots. Voilà, on arrive sur l'interface de VRP. Sachez que voilà, nous, au niveau de notre base, c'est une base de recettes, ce ne sont pas des données réelles. Donc, moi, je vais me connecter principalement sur mon unité de démo. Mais voilà, je vais vous montrer quand je vais changer de rôle et quand je vais me connecter sur plusieurs composantes à la fois, on pourra avoir certains risques qui ont une codification qui n'a ni queue ni tête. C'est parce que moi, quand je saisis des risques, c'est vraiment que pour faire du test. Parce que comme je vous le disais, on va venir à chaque fois livrer une, deux, au maximum 3 versions par an pour livrer des évolutions et donc
avant de vous diffuser ces évolutions, l'AMU assure toute la partie recette applicative pour être bien sûr que la version qu'on va livrer ne contient pas de bugs. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si vous voyez des données qui n'ont pas de sens fonctionnel, c'est normal. Voilà, comme on le voit, c'est une base de recettes. Et puis, moi, là, je me connecte avec un rôle de super utilisateur. Donc forcément, quand je vais ouvrir les rôles, j'ai la possibilité de me connecter sur n'importe quel rôle qui existe dans la base. Bien évidemment, si vous venez à utiliser EVRP, votre utilisateur ne verra que les rôles qui lui sont associés. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me connecter en tant que en tant qu'ingénieur sécurité pour vous montrer un petit peu les différents menus de l'application et pour vous montrer ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur sécurité. Donc là, quand on se connecte en tant qu'ingénieur sécurité, on a la possibilité de se connecter sur une composante ou sur la totalité des composantes qui sont saisies dans ma base. Donc moi, je vais me connecter sur toutes les composantes, comme ça, on va pouvoir voir plus d'éléments. Donc là, on va pouvoir, au moment de la connexion, être sur l'onglet historique tout de suite pour pouvoir visualiser voilà, combien j'ai d'unités. Donc là, moi, dans ma base de recettes, j'ai 39 unités. Le nombre d'unités qui a déposé au moins un document unique. Donc là, on voit que j'ai plein d'unités qui n'ont jamais déposé de document unique. Le nombre d'unités qui ont déposé un document unique en cours des 12 derniers mois. Là, il y en a 11. Et puis, combien il y a d'unités qui n'ont aucun risque, qui sont approuvées. Donc, ça permet à chaque fois de pouvoir voir, vous voyez les différents documents uniques, quand est-ce qu'ils ont été déposés. Donc, moi, c'est une base de test. Donc, forcément, on voit qu'à 3 mois d'intervalle, à chaque fois, j'ai des déclarations de documents uniques. Logiquement, vous devez en avoir, dans un contexte d'utilisation normale de l'application, on est censé en avoir un par an. Voilà, donc première déclaration du document unique, on a le document unique et puis le programme d'action qui sont dans le même document. Et puis, lors de la mise à jour du document unique, comme je vous disais, on a un bilan des actions précédentes. J'en ouvrirai un tout à l'heure dans le cadre de la démo. Ensuite, au niveau du menu administration, eh bien, je vais pouvoir créer des utilisateurs, des consultants unités, des localisations. Donc les localisations, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui correspond en fait aux différents bâtiments qui sont dans votre établissement, les unités. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la restructuration d'unités, si jamais il y a des fusions, intégrations, duplications ou renumérotation, eh bien, on a la possibilité de le faire directement dans l'application. On n'est pas obligé de créer toute une nouvelle unité et de refaire les saisies une à une. On a la possibilité directement de transférer les données d'une unité dans une autre. Ensuite, l'évaluation en cours. Donc, au niveau de l'évaluation en cours, on va pouvoir voir, moi je me suis connectée en ingénieur sécurité sur la totalité des composantes de mon établissement. Donc, je vois toutes les unités. Vous voyez ici, j'ai les codes unités, donc j'ai différents codes d'unités. Les priorités de risque. La référence du risque. On verra, donc là c'est une base de test, donc forcément c'est normal que parfois j'ai des utilisateurs comme ça qui ne sont pas valides. Voilà, quand on passe sur le risque, on a la possibilité de voir quel est le rédacteur du risque. Chaque fois qu'on va passer sur une information, par exemple je passe sur P, je vois que ça correspond à priorité. Si je passe sur R, je vois que j'ai l'infobulle qui apparaît rédigé, approuvé, validé, déclaré. Voilà, comme je vous le disais, chaque fois qu'on va passer sur une information, on va avoir une infobulle pour avoir de l'information. Là, je vois par exemple que ce risque, qui s'appelle 2-3 mots, eh bien, il a été rédigé le 15 mars 2019, et il a été validé pareil le 15 mars 2019. Là, celui-ci, il a été rédigé le 1er juillet 2019. Voilà, donc on va avoir vraiment au fur et à mesure des informations sur les types d'informations qu'on est en train de survoler. Donc là, j'ai la possibilité de voir l'ensemble de mes risques. J'ai la possibilité également de voir l'ensemble des propositions d'action. Et sous le même principe, chaque fois que je vais survoler une information, je vais savoir à quoi ça correspond. Voilà, j'ai un petit peu plus de données qui va s'afficher.
on a la possibilité, quand on est dans ce menu évaluation en cours, de pouvoir avoir un aperçu de l'évaluation en cours. Donc, à chaque fois que vous allez survoler un bouton qui vous permet d'obtenir soit un document, soit de réaliser une action, à chaque fois, vous allez avoir une pop-up qui s'affiche comme ça et qui va vous expliquer ce que fait le bouton, ce qu'il va vous afficher ou quelle est l'action qui va être réalisée en cliquant sur le bouton. Donc là, par exemple, je pourrais générer un aperçu PDF de l'évaluation en cours, c'est-à-dire sortir l'ensemble de ces 10 pages sur un tableau au format PDF. Ici, je pourrais générer un document de travail où seuls les risques et les propositions d'action qui sont approuvées sortiraient. Et ensuite, ici, au lieu d'avoir à cliquer sur document unique, on vous a mis un accès direct au menu document unique. Comme vous le voyez ici, j'ai aussi la possibilité de filtrer. J'ai la possibilité de filtrer sur un type de bâtiment, sur un type de risque, sur un type de service. Et donc, à chaque fois que j'ai fait un filtre, forcément, ça filtrera les résultats qui vont apparaître. Et puis, on a un bouton réinitialiser qui permet de réinitialiser les risques, les filtres. Donc, le menu document unique, la différence qu'on va avoir avec le menu évaluation en cours, c'est pour vous permettre de voir en temps réel quels sont les risques qui sont prêts à être déclarés, puisqu'on l'a vu au niveau des risques, au niveau de l'évaluation en cours, on a des risques qui vont être rédigés, approuvés, validés et puis déclarés. Pour qu'un risque puisse être déclaré, il faut qu'il soit validé, il faut qu'il soit à l'état valide. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans cet onglet document unique, on ne va voir que les risques qui sont à l'état validé. C'est les risques qui sont du coup prêts à être dans le document unique. Ici, vous avez donc différents boutons. Donc, à nouveau, chaque fois qu'on passe sur le bouton, on va avoir une petite pop-up qui s'affiche, qui nous prévient de ce que va faire le bouton. Donc là, on va pouvoir visualiser cette fois-ci le document unique. En fait, un petit peu un mode aperçu du document unique avant déclaration. On va pouvoir extraire le programme d'action. Si on ne veut que le programme d'action, on pourra le faire. Donc, soit au format PDF, soit au format CSV. Quand on va cliquer dessus, on va juste nous demander de choisir est-ce qu'on le veut en PDF ou est-ce qu'on le veut en CSV, puisque en général, on aime bien pouvoir travailler au format Excel. Et donc, à nouveau, on va pouvoir filtrer ici sur différents types de filtres. Et puis, au niveau des propositions d'action, on va pouvoir aussi filtrer quand le risque a des actions qui sont associées. On va pouvoir filtrer sur différents types de responsables d'action. Ensuite, on va avoir des légendes. Si j'ai des risques en anomalie, eh bien que je clique dessus, ça va m'afficher les risques en anomalie. Là, moi, dans ma base, j'en ai pas. Et à chaque fois qu'on a à nouveau ces légendes, on a une pop-up qui explique explicitement ce à quoi ça correspond. Donc là, je vais réinitialiser puisque je n'ai pas de risque en anomalie. Et puis, au niveau des propositions d'action, pareil, je vais avoir une légende à nouveau avec les actions qui sont hors délai. Voilà, par exemple, là, les actions hors délai, on vous prévient, si on clique dessus, c'est un filtre qui va permettre de visualiser les actions en cours dont la date de fin prévue est dépassée. Donc, les actions hors délai n'empêchent pas la déclaration du document unique. On peut mettre à jour l'action déclarée. Du coup, si je clique sur une action hors délai, j'aurai la possibilité de venir en tant que AP valideur ou directeur, puisque je le disais, un ingénieur sécurité n'a pas le droit. Vous voyez ici, je n'ai pas le menu saisie d'un risque, donc je n'ai pas la possibilité de mettre à jour cette action, mais avec le bon profil, je pourrais tout à fait mettre à jour l'action si je souhaite mettre à jour la date de fin prévisionnelle. Voilà, on a une possibilité aussi, je le montrerai au moment de la démo, c'est que quand on a beaucoup d'actions qui sont hors délai, on n'a pas forcément envie de venir passer sur chacune des actions qui sont hors délai pour leur donner une petite durée supplémentaire. Donc, on a aussi un bouton qui va permettre de faire une mise à jour en masse de la date de fin prévisionnelle et qui va rajouter 6 mois sur toutes les actions qui sont hors délai. Donc, voilà pour le menu document unique. Donc là, je sélectionnais le menu tableau de bord.
Donc, au niveau du menu tableau de bord, je vais pouvoir filtrer, si je veux filtrer sur certaines unités, sur certains campus, puisque on a des universités qui ont des campus dans de nombreuses villes. Par exemple, je pense notamment au cas de l'université de Montpellier, où on va avoir des campus en Lozère, dans le Gard. Voilà, donc on est implanté à Montpellier, mais on a des campus dans différents départements. Donc, on va pouvoir filtrer selon les campus si on a différents campus. On va pouvoir filtrer sur une unité en particulier ou laisser toutes les unités. On va pouvoir filtrer sur des types de lieux ou des types de postes. Donc, si on veut savoir dans tous les accueils, dans tous les lieux de stockage de produits biologiques, qu'est-ce qu'il y a comme risque, voilà. Chaque fois, à nouveau, qu'on va passer sur une information, on va avoir à nouveau là une petite pop-up qui va s'afficher pour vous expliquer à quoi correspond le filtre, voilà. Donc là, à nouveau, c'est des données de test, donc forcément, ce que vous voyez ici, ça n'a pas forcément tout le temps du sens. C'était juste pour moi, pour pouvoir tester. On va avoir la possibilité de filtrer sur des facteurs de risque en particulier. Donc, par exemple, moi, je dis que je ne veux pas tout ça, mais que je veux, par exemple, que les risques chimiques, biologiques et électriques. Je valide et donc on va voir qu'automatiquement, voilà, on a beaucoup moins de risques qui sont présents dans le tableau. Et si je clique sur inventaire des risques, et bien ici, on voit que j'ai un filtre facteur de risque activé et que je n'ai que les risques que j'ai sélectionnés dans mon tableau de bord. Si je retourne dans mon tableau de bord, donc je vais réinitialiser. Voilà. On voit que dans ma base, maintenant, j'ai 60 risques qui sont déclarés. Sur ces 60 risques, il y en avait 20 qui avaient des actions de prévention associées. On a aussi la possibilité de suivre le programme d'action déclaré en tant qu'ingénieur sécurité et en tant que n'importe quel utilisateur, vous aurez ce tableau. C'est si je clique sur chacun des chiffres qui sont ici, ça me renvoie directement vers l'action qui était, par exemple, là on voit que j'ai 4 actions qui restent à réaliser qui sont de priorité 1. Si je clique dessus, on voit bien que j'ai mes 4 actions qui ne sont pas encore réalisées et qui sont de priorité 1. Si je retourne dans mon tableau de bord et que je regarde, j'ai une action à réaliser de priorité 4. Bon, la priorité, voilà, c'était une priorité 4. Peut-être qu'on ne va pas mettre l'accent sur cette action par rapport aux 5 actions qui sont à réaliser. J'en ai 4 qui sont de priorité 1. On va plutôt mettre l'accent sur celles qui sont de priorité 1 que celles qui concernent une priorité 4. Voilà pour le tableau de bord. L'historique, donc voilà, je ne vous présente pas l'intégralité, mais j'ai aussi la possibilité, en plus de filtrer sur des facteurs de risque, j'ai la possibilité de filtrer sur des services et des équipes. J'ai la possibilité de filtrer sur des types d'actions. Est-ce que c'est des actions du type équipement, formation, communication, humain, immobilier, voilà. J'ai la possibilité de filtrer sur des responsables d'action. J'ai la possibilité de filtrer sur des rédacteurs de risques. Et puis, j'ai la possibilité de filtrer sur des actions qui sont non réalisées ou en cours. Et même au niveau des risques, j'ai la possibilité de filtrer sur les risques qui ont été déclarés, ou que les risques qui ne sont pas encore déclarés, ou que les risques sans action, ou que les risques avec action. Voilà, donc on a la possibilité vraiment de faire au niveau du tableau de bord, des filtres qui sont très précis pour n'avoir accès qu'à l'ensemble des risques qu'on souhaite vraiment pouvoir afficher, consulter. Ensuite, le menu historique. Donc voilà, le menu historique, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ingénieur sécurité, quand il se connecte, il arrive de base sur ce menu. Ça permet de visualiser voilà, tous les documents uniques qui ont été déclarés pour l'ensemble de la base, puisque moi, je suis connectée sur toutes les composantes de ma base. Si je me connecte en assistant de prévention sur une unité, on verra tout à l'heure que je n'aurai accès qu'aux données de mon unité. En tant qu'AP sur l'unité 1, 2, 3, 4, je ne peux voir que les documents uniques de l'unité 1, 2, 3, 4. Alors, ensuite, le requêteur. Alors là, le requêteur, c'est pareil, on va pouvoir faire des filtres
Et cette fois-ci, on va pouvoir exporter les données au lieu de les visualiser dans l'application. On va pouvoir exporter les données soit au format PDF, soit au format CSV. Donc, je vais pouvoir filtrer sur un campus en particulier, sur une composante en particulier, sur un niveau de priorité des risques. Par exemple, je veux que les risques qui sont de priorité 1. Bon, moi, je vais tout laisser parce que je n'ai pas beaucoup de risques dans ma base, donc voilà. Je voudrais n'avoir que les risques qui sont déclarés. Je pourrais rajouter cette coche. Je pourrais vouloir choisir que les facteurs de risque incendie. Donc voilà, ou tout laisser, hein, c'est au choix. Donc on a la possibilité de réaliser un certain nombre de filtrages. Et puis, par exemple, si je prends les risques RPS, une fois qu'on a choisi un facteur de risque, on peut filtrer sur n'importe quel type de sous-facteur. Donc là, j'ai pris l'exemple des risques RPS, mais si je prends l'exemple du risque, par exemple, biologique, on va avoir les différents sous-facteurs de risque qui font partie des risques biologiques. Si je prends les risques électriques, on va avoir les différents sous-facteurs de risque électriques. Donc, tous ces facteurs de risque et ces sous-facteurs de risque, ils sont livrés dans l'application. Voilà, ils sont déjà présents, on n'a pas à faire ce paramétrage. Et puis, je pourrais rajouter une date prévisionnelle, voilà, ou une date de création du risque. Par exemple, je voudrais tous les risques qui ont été saisis sur l'année 2021. Donc, je pourrais jouer avec les dates de création. Et puis, ensuite, une fois qu'on a sélectionné ces filtres, on a la possibilité d'exporter tout un tas de données. Donc, si on coche tout, on aura toutes les informations, donc l'unité, la référence du risque, s'il y a une référence de risque résiduel associée, la localisation, le poste, le service, le facteur, le sous-facteur, la priorité après réalisation de l'action, la modalité d'exposition, voilà, toutes les informations qui sont en lien avec les risques et les actions de prévention, par exemple le coup avant, le coup après, pour pouvoir faire des tableaux de suivi, de pilotage. Par exemple, j'avais identifié que la prévention du risque électrique au sein de toutes les unités de mon université, ça allait me coûter tant, c'était le coût prévu. Est-ce qu'au niveau du coût réel, j'ai dépassé? Voilà, on a la possibilité vraiment de suivre en temps réel. Donc, une fois qu'on a choisi l'ensemble de ces données, on va pouvoir les exporter, soit au format PDF, soit au format CSV, soit au format XML. C'est un format qui n'est pas utilisé par les profils fonctionnels, donc c'est pas très exploitable, on va dire, pour faire des tableaux croisés dynamiques ou du suivi. Donc en général, celui qui est privilégié, c'est le format CSV, puisque ça vous permet d'ouvrir sous Excel. Donc, j'ai pas pris le bon navet, là il est là. Donc là, j'ai cliqué sur exporter, mon petit document s'est affiché. Alors, je vais le basculer puisqu'il s'est ouvert sur mon deuxième écran. Voilà, donc là, j'ai qu'un seul risque parce que je suis sur une base de test, donc j'ai très peu de risques. Et donc, du coup, j'ai qu'un seul risque sur cette base qui est lié au risque électrique. Donc, on voit dans quelle unité, on voit la référence du risque, dans quel bâtiment, quel est le facteur de risque, quel est le sous-facteur de risque, quelle était sa priorité au départ. Donc, au départ, c'était un risque de priorité 1. Si je réalise l'action, après l'action, le risque va passer en priorité 3. La modalité d'exposition, les moyens de prévention, les carences présentes, le libellé de l'action, le type d'action, le responsable de l'action, la date de fin prévue, le coût prévu. Et puis, si l'action a été réalisée, donc tant qu'elle n'est pas réalisée, il apparaît 0. La date réelle de réalisation, le coût réel, donc pour l'instant il n'est pas renseigné, donc apparaît 0. S'il y a des observations associées et puis s'il y a des documents qui sont associés, puisque par exemple vous allez avoir la possibilité sur chacune de vos actions d'associer des documents en pièces jointes, par exemple les devis. Les devis en lien avec une action, par exemple, je ne sais pas moi, achat des EPI ou remplacement des extincteurs. Voilà, vous allez pouvoir associer les devis, et même si ce sont des formations, si c'est des actions de prévention de type formation, vous allez pouvoir aussi associer les devis à chacune des actions. C'est intéressant aussi parce que quand l'action va être réalisée, si le devis était associé à l'action de prévention, quand on va devoir renseigner le coût réel, eh bien on saura que le coût réel était celui qui
était indiqué dans le devis, donc on n'aura pas à aller retourner chercher dans chacun des documents. On aura directement sur notre action de prévention l'information et on pourra la reporter dans l'application. Donc voilà pour les types de documents qui sortent du requêteur. Et puis le menu archive. Donc le menu archive, c'est toutes les unités qui ont été fermées. Une fois que l'unité est fermée, vous allez quand même pouvoir conserver tous les documents uniques si elle en a, déclaré. Donc là, on voit que c'est une unité qui avait déclaré des documents uniques depuis 2012. Et puis, cette unité, elle a été fermée par telle personne le 27 juin 2019. Et donc, on va pouvoir conserver un état, une visualisation. Alors, c'est en train de s'ouvrir. Ça se télécharge. Voilà. On va pouvoir consulter toutes les informations qui restaient dans cette unité au moment où l'unité a été fermée. Donc là, moi, j'ai rien parce que du coup, comme je vous dis, on est sur une base de recettes. Donc en général, je n'ai pas grand-chose sur mes unités. Mais si jamais il restait de l'information, on a la date de fermeture et puis qu'est-ce qu'on avait au moment de la fermeture sur cette unité. Je vais essayer d'en ouvrir un autre pour voir si je tombe sur une unité qui contenait quelque chose. Voilà. Là, je tombe sur une unité qui contenait quelque chose. Donc, du coup, on va garder une trace. Voilà, au moment de la fermeture de l'unité, les risques qui étaient encore présents dans cette unité. Donc maintenant, je vais me connecter avec un profil qui permet de faire la saisie de risque, donc assistant de prévention. Donc je vais me connecter sur cette fois-ci une unité en particulier, puisque un assistant de prévention, lui, n'a accès qu'à l'unité sur laquelle il est AP. Si cet utilisateur-là est AP sur plusieurs unités, eh bien, il pourra se connecter dans différentes unités en jouant ici, voilà, ici dans l'unité sur laquelle il peut accéder. Moi, mon AP, il va se connecter sur mon unité de démo. Donc, pareil, même principe que l'ingénieur sécurité, quand on se connecte, on arrive sur cette page d'accueil où on peut voir au sein de notre unité combien il y a de risques. Donc là, on voit que sur l'unité de démo, il y a 5 risques qui ont été validés et déclarés et que sur ces 5 risques, j'ai 4 propositions d'action. Donc ça veut dire par exemple qu'il y a un risque qui n'a pas de proposition d'action qui a été déclarée ou qui a été saisie, puisqu'on peut très bien saisir des risques sans forcément associer des propositions d'action. Donc là, on voit avec ce profil d'AP que j'ai deux petits menus en plus qui sont apparus. Données de l'unité, où je vais pouvoir renseigner des informations sur mon unité. Donc, les activités de l'unité, les effectifs de l'unité, le nombre de sites géographiques, la surface des locaux. Différentes informations par rapport au nombre d'assistants de prévention, le nombre de sauveteurs secouristes au travail, est-ce qu'il y a des armoires de premiers secours, est-ce que l'affichage des consignes de sécurité est présente, voilà, tout un tas d'informations qui sont vraiment liées aux données de l'unité. Donc, ces informations, elles apparaissent sur la première page du document unique, donc c'est quand même toujours bien de pouvoir les saisir. Voilà. Et puis ensuite, d'autres types d'informations, les informations sur les formations. Est-ce qu'il y a des formations santé, sécurité qui ont été dispensées pendant l'année? Est-ce que la formation à la sécurité des nouveaux arrivants au sein de l'unité, elle a bien été réalisée? Le suivi médical, donc est-ce qu'il y a eu des accidents du travail? Est-ce qu'ils ont été analysés? Est-ce qu'il y a des maladies professionnelles? Et puis indiquer un peu plus d'éléments, si on le souhaite, sur les accidents et les maladies professionnelles. Donc moi, j'avais renseigné un accident qui était chute de personnes. Et puis une partie dans données de l'unité qui concernera la gestion des déchets, où on va pouvoir indiquer si on a mis en place une gestion des déchets, le stockage des déchets dans un local réservé et puis l'élimination selon la filière. Donc ça, c'est des données qui apparaîtront. On va le voir quand je générerai un document unique sur
pardon, excusez-moi, sur la première page du document unique. Et puis là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, on a ce menu en cours, ce menu en plus qui va nous permettre voilà, de saisir les risques. Donc, on va pouvoir faire la saisie des risques. Donc, la première étape de la saisie du risque, ça va être de localiser le risque. Donc, ici, dans bâtiment, étage, salle, lieu, service, équipe, ce qui apparaîtra dans votre base, ce sera ce que vous aurez paramétré. Si vous avez paramétré que dans telle unité, l'unité, je ne sais pas moi, l'unité 1, elle se trouve dans le bâtiment A, ici, vous verrez bâtiment A. Si l'unité 1, elle est éclatée dans plusieurs bâtiments, eh bien, vous verrez les différents bâtiments qui apparaîtront. Bon, en général, une unité, ça peut être rare quand même qu'elle soit éclatée dans différents bâtiments, mais ça peut arriver selon la taille de l'établissement. Donc bon, moi c'est des libellés factices, hein, donc bâtiment démo, on va le mettre à l'étage 1. Je vais le localiser dans une salle. Je ne suis pas obligée de le localiser dans une salle et dans un poste, mais si je veux, voilà, je peux donner du détail. Donc là, je l'ai localisé dans une salle, et cette salle, c'est le secrétariat. Donc, est-ce que je veux préciser, voilà, c'est présent dans toute l'unité ou c'est présent dans une équipe spécifiquement? Donc là, excusez-moi, je vais couper le micro pour vous éviter de tousser dans vos oreilles. Donc là, j'ai localisé mon risque, j'ai ajouté, je pourrais passer à la deuxième étape. Par contre, si le même risque est présent, mais à deux endroits du bâtiment, j'ai la possibilité aussi de dire ce risque, il est présent à l'étage 1, mais ce risque, il est aussi présent à l'étage 2, et d'ajouter, voilà, le même risque, il sera présent à l'étage 1 et à l'étage 2. On n'est pas obligé de recréer un risque par localisation. On peut créer au sein d'une unité une seule fois le risque et le localiser à différents endroits de l'unité. Donc là, moi, j'estime que mon risque, il est bien localisé. Je vais passer à la suite. Donc, je vais venir décrire mon risque. Donc ici, j'ai la liste des facteurs de risque et la cotation automatique. Vous visualiserez, je vais faire un petit zoom dans la page, vous visualiserez qu'on a à côté de chacune des informations qui vont être obligatoires pour enregistrer la saisie, une petite astérisque rouge. Ça permet directement de visualiser quelles sont les données qui sont obligatoires. Si je ne les saisis pas, j'aurai un message d'erreur. Donc là, on va prendre le risque chute de personnes. Directement, ça m'ouvre le sous-facteur qui va me donner des informations. Donc attention, si le risque est lié à la chute d'objets, il faut sélectionner le facteur de risque autre risque, parce que là, ça concerne vraiment les chutes de personnes. Donc on a un petit assistant voilà, qui va venir nous donner des informations complémentaires. Si on est bien sur une chute de personnes, on va pouvoir venir préciser le sous-facteur de risque. Une chute de hauteur, une chute à cause d'un sol glissant, à cause d'un sol encombré, sur une zone de passage. Voilà, donc ces précisions, on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai montré le requêteur, ça va être intéressant parce que du coup, on va pouvoir affiner la sélection au niveau des différents facteurs de risque. Quand on va être dans le tableau de bord et dans le requêteur, on va pouvoir aussi requêter précisément sous un sous-facteur de risque. Donc là, je vais mettre sol glissant, dégradé ou inégal. J'enregistre. Maintenant, je clique sur cotation puisqu'on voit que c'est une donnée qui est obligatoire. Donc, j'arrive sur le questionnaire de cotation du risque, donc, qui est directement implémenté dans l'application et qui a été construit pour répondre vraiment aux demandes, que ce soit le ministère et c'est estampillé. Voilà, on est vraiment allé construire quelque chose qui réponde aux questionnaires de cotation, voilà, on va dire qui sont communs, qui sont reconnus par l'INRS et l'ANACT. On ne l'a pas inventé n'importe comment. Donc, ce questionnaire de cotation, j'ai différentes questions. Si j'ai un doute sur le questionnaire de cotation, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton d'aide. Donc là,
étant donné que je suis sur la base de test, voilà. Donc là, ça nous ouvre le module d'aide où on va venir retrouver l'ensemble des facteurs de risque. Et puis, pour chacun des facteurs de risque, on va nous aider, voilà, à venir regarder qu'est-ce que c'est une mesure collective, qu'est-ce que c'est des exemples de mesures individuelles, qu'est-ce que c'est qu'un moyen de secours, comment on peut définir les niveaux de gravité. Voilà, pour chacun des risques, on va avoir ce module d'aide. Ça va être assez utile, par exemple, à des auteurs. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des unités sur lesquelles on n'a pas forcément des personnes qui sont formées en santé et sécurité au travail vraiment finement. On peut très bien avoir une secrétaire de laboratoire qu'on missionne pour faire la saisie des risques de son unité. Ça va peut-être être difficile pour cette personne de venir dire, voilà, est-ce que c'est faiblement maîtrisé, est-ce que c'est moyennement maîtrisé, comment savoir si vraiment, voilà, quel niveau de maîtrise au niveau des mesures individuelles, collectives, des moyens de secours. Donc ce module d'aide, il peut être utile à ça. Donc moi, je vais dire que mon risque chute de personnes, mesure collective, il n'est pas maîtrisé. Mesure individuelle, du coup, il n'est pas maîtrisé. Les moyens de secours, je vais dire qu'il est faiblement maîtrisé parce que quand même, je vais considérer que j'ai une petite trousse de secours qui est sur l'unité de travail. Que les modalités d'exposition, c'est plusieurs heures par jour. Que le taux de personnes exposées au sein de l'unité, c'est entre 51 et 100% de l'effectif. Et puis, voilà que c'est quand même une chute de personnes. Moi, je vais dire, bon, quand même, un handicap à vie, c'est un peu gros vu que c'est juste de la hauteur de la personne. Donc, moi, je vais considérer que c'est un accident qui peut juste entraîner un handicap temporaire ou nécessitant un suivi médical. Donc, j'enregistre. Et automatiquement, voilà, on voit que c'est un risque qui va être coté en priorité 2. Si je trouve que ce risque il n'est pas assez il n'est pas assez priorisé, j'ai la possibilité de modifier la priorisation manuellement si j'ai défini mon unité comme pouvant saisir manuellement la cotation. Sinon, je vais pouvoir, avant d'enregistrer, jouer sur la cotation. Donc là, c'est un niveau de priorité 2 parce que j'ai dit qu'au niveau de l'événement redouté, c'était pas très grave et puis j'ai un petit peu de niveau de maîtrise. Par exemple, si je mets que c'est un accident qui peut entraîner un handicap à vie ou une maladie professionnelle à faible mortalité, là, voilà, automatiquement, mon niveau de priorité, il est 1 parce que quand même, ça peut avoir des conséquences très importantes pour les agents. Donc là, je vais faire un test. Je vais vous montrer que je ne vais pas saisir les modalités d'exposition. À chaque fois, oui, je ne vais pas signaler. À chaque fois qu'on fait une action, on a un petit message vert qui nous dit que l'action elle a été réalisée. Donc là, je viens de saisir une cotation. Donc on me dit que l'enregistrement de la cotation a bien réussi. Et puis à chaque fois que je vais faire une action pour laquelle il y a un problème, j'aurai un petit message ici qui sera rouge et qui m'expliquera ce que j'ai mal fait. Donc là, vous voyez, modalité d'exposition, j'ai une petite astérisque rouge, donc je suis censée avoir renseigné quelque chose. Je ne vais pas renseigner. Voilà. Et là, on me dit les modalités d'exposition sont requises. Donc, modalité d'exposition, je vais dire que la moquette est abîmée. Voilà, la création du risque a réussi. Donc, on voit que ce risque s'appelle ELI 141. Donc, ELI parce que l'utilisateur avec lequel je suis connecté s'appelle ELI Didier et 141 parce que c'est le 141e risque que j'ai créé. On voit que sa date de création est au 28 juin 2021. C'est ce qui nous permet de pouvoir requêter ensuite dans le requêteur pour savoir tous les risques qui ont été saisis, par exemple, pour une année donnée. Et puis, ici, une fois que le risque est créé, je vais avoir la possibilité d'ajouter une action de prévention. Donc là, l'action, on va dire que ça va être remplacement de la moquette. C'est un type d'action de type équipement. Le coût, on va dire que ça va coûter 1 000 € et je veux que ça soit fait hop, le 31 juillet au plus tard. Le responsable d'action, ça va être le service logistique. J'ajoute ma proposition
Et là, vous voyez, j'ai une petite... là, j'ai ajouté, avant d'enregistrer, il faut que je vienne coter ma proposition d'action, puisque si je réalise mon action, si je remplace la moquette, eh bien forcément, on va considérer que les mesures collectives, c'est maîtrisé, les mesures individuelles, c'est maîtrisé, les moyens de secours, c'est maîtrisé, parce qu'en fait, en remplaçant la requête, j'ai éliminé le risque. Donc la modalité d'exposition, hop, 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 et là, je vais venir cocher parce que je vais considérer, si je ne coche pas, ça va juste baisser la priorité de mon risque. Voilà, il est passé en priorité 3. Donc, après réalisation de l'action, le risque est en priorité 3. Donc, l'année prochaine, une fois que l'action sera réalisée dans le document unique, ce sera un risque qui apparaîtra avec une priorité 3 sans action puisqu'il n'y aura plus d'action. Si vous considérez que le risque, il n'est pas que maîtrisé, mais il est carrément éliminé, eh bien, au niveau de la cotation, vous avez un bouton qui vous permettra d'éliminer le risque lors de la prochaine déclaration. Donc, si coché, le risque est éliminé après application de la proposition dont la cotation est à 0. Attention, on vous précise, un risque maîtrisé n'est pas un risque à éliminer. Donc là, la cotation est passée à 0. Donc, le jour où mon action sera réalisée, quand je déclarerai le prochain document unique, eh bien, le risque sera éliminé. Donc là, je suis assistant de prévention, je vais considérer que mon risque, il est terminé, il est bien rédigé, et je considère que je l'approuve. Là, je n'ai pas la possibilité de le valider parce que seul le profil valideur a la possibilité de valider ce risque. La proposition d'action, elle est terminée, elle est rédigée, et je l'approuve. Laurence, avant que tu ailles plus loin, il y a peut-être une question de Monsieur Poirier. Alors, c'est parti. je vais voir. Qui a levé la main, donc Monsieur Poirier, je vous invite à poser la question. Moi, c'était sur la localisation. Je voulais savoir, en fait, c'est à partir de tables qui sont pré-remplies ou chacun peut venir désigner son local? Alors, je vais vous montrer tout de suite. Donc, au niveau du paramétrage, alors, je vais me connecter en ingénieur sécurité. Tac, comme ça, on les verra toutes. Hop. Donc, au niveau, quand on va vous livrer la base, elle va être vide. Donc, le président va pouvoir paramétrer tout un tas de composantes. Donc, en général, quand c'est des écoles, ben, on a très peu de composantes. Par contre, quand c'est des universités, souvent, on va lier le terme composante aux UFR. Et donc, du coup, on va avoir quand même pas mal d'UFR. Donc, au niveau des localisations, c'est ce qui correspond à vos bâtiments. Dans la base, au départ, il n'y en a pas. Donc, c'est vous qui allez à chaque fois venir créer le nom du bâtiment. Donc là, je vais le faire devant vous. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et puis, on en parlera tout à l'heure dans les démos. Hop. Voilà, la ville Montpellier. Là, à nouveau, vous voyez, j'ai des petits astérisques sur ce qui est obligatoire. S'il y a un campus, le nom du campus. Voilà, hop. Donc là, je viens de créer le bâtiment test. On me dit ce bâtiment ne possède pas d'étage, il doit en posséder pour pouvoir être affecté à des unités. Donc, je vais venir lui ajouter un étage. S'il n'y a pas d'étage, on met à minima le rez-de-chaussée. Voilà, donc là, mon bâtiment, il est créé. Ensuite, les unités, donc là, j'en ai qu'une, c'est unité démonstration, mais si vous voulez, je vais en créer une devant vous. Donc, unité test. Bon, là, je mets la même chose. Hein, c'est voilà, là, c'est la mue. Code de l'unité, on va mettre 6, tac. Responsable de l'unité, on va dire que c'est moi. La date de création, c'est aujourd'hui. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai fait la cotation, si sur vos unités, vous cochez cette case, vous aurez la possibilité soit de faire une cotation via le questionnaire, soit de faire une cotation libre en cliquant sur 1, 2, 3 ou 4. Et là, hop, je viens associer les bâtiments. J'enregistre. Et si je change, je me repositionne en tant qu'assistant de prévention sur mon unité démo. Je retourne dans saisie d'un risque. Tout à l'heure, on n'avait qu'un seul bâtiment. Alors, pourquoi on n'a qu'un seul bâtiment? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a quelque chose que j'ai dû oublier de faire, excusez-moi. Hop. Ah oui,
Bah oui, j'ai créé une unité, je ne l'ai pas mis sur la même unité. Alors attendez, on va faire la manip. Hop, hop. Donc là, je suis sur mon unité démo sur laquelle j'ai saisi tout à l'heure le risque. Là, vous voyez, j'ai mon bâtiment test qui est apparu. Donc, je vais venir le cocher, je l'enregistre. Et si je retourne en tant qu'assistant de prévention sur mon unité démo et que je vais saisir un risque, là, dans la liste, vous voyez, j'ai le deuxième bâtiment qui est apparu. Donc ça, tout ce travail de paramétrage de l'application se fait au moment du déploiement. On en parlera, là, on va revenir dans quelques instants sur le support, car j'ai quasiment fini la démonstration. Il y a différentes façons de paramétrer la base, soit manuellement, soit en chargeant en masse les données. Donc, ce travail-là de paramétrage de l'application, ça se fait pendant toute la période du déploiement où vous êtes justement en train de paramétrer la base. Et c'est quand la base est paramétrée que vous allez pouvoir passer en exploitation de cette base et commencer à faire la formation et la saisie, la formation de vos assistants de prévention et la saisie des risques pour qu'il n'ait plus qu'à venir sélectionner dans la base bien les bâtiments, les équipes qui sont rattachées à leurs unités de travail. Voilà, donc tout ça, c'est paramétrable. Au niveau des salles et des salles, lieux et des types de lieux, nous, on va livrer en fait dans l'application de base un référentiel de type de lieu, type de poste. Si jamais, donc c'est la typologie commune, voilà, donc par exemple en type de poste, on va avoir, surtout par rapport aux laboratoires et aux unités plutôt de recherche, donc accélérateur de particules, autoclave, bain-marie, centrifugeuse, chariot élévateur, voilà, tout un tas de postes, tout un tas de lieux, tout un tas lieux et postes, donc une typologie commune. Par contre, on le voit ici, on a typologie personnalisée. Si vous considérez que vous avez des types de postes ou des types de lieux qui ne sont pas présents dans la typologie commune, vous avez totalement la possibilité de rajouter manuellement un nouveau type de poste. Donc là, bon, moi, je mets des valeurs qui n'ont pas du tout de sens. Hein, c'est juste pour vous montrer que la saisie est assez rapide. Voilà. Et donc, pareil sur les types de lieux, accueil, atelier mécanique, laboratoire, local, les serres, les stockages de produits biologiques, les zones de contrôle, les zones de radioprotection, voilà. Si vous considérez que vous voulez vraiment localiser sur un type de lieu plus particulier qui n'est pas dans la typologie commune, à nouveau, vous avez la possibilité, avec le bouton plus, au moment où vous paramétrerez votre base, de venir rajouter lieu. Voilà. Donc, je retourne au niveau de... Est-ce que c'est bon pour vous, du coup, pour le... Merci. Oui, c'est clair. Et deuxième question, excusez-moi, je me permets. Non, je vous en prie. Donc, effectivement, là, vous avez donné un exemple, risque de chute, remplacement de moquette, je veux qu'elle soit remplacée pour le mois de juillet. Alors, moi, dans mon pôle, j'ai à la fois le service hygiène et sécurité, mais j'ai aussi le service travaux, maintenance, logistique, mais là, c'est plutôt en termes organisationnels, qui finalement valide un peu ce calendrier, parce que là, je me dis, tout un chacun va demander le remplacement de sa moquette pour demain matin. Eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant dans l'application, c'est que, comme je vous le disais, il y a un système d'habilitation, on va dire, au niveau des rôles, des choses qu'on a le droit de faire. L'assistant de prévention, quand il va saisir son risque au sein de son unité, il va dire, moi, je veux que la moquette, elle soit remplacée pour le mois prochain. Par contre, le valideur, qui lui va valider sa saisie, elle va dire mais c'est pas possible que cette moquette soit remplacée pour le mois prochain, donc moi j'en suis sûre que ce sera pas possible. Donc avant de valider la date prévisionnelle, il aura la possibilité de changer la date prévisionnelle avant de la valider. D'accord, mais le valideur reste quand même au sein de l'unité de travail?
Oui, après ça c'est vraiment, normalement oui, puisqu'il faut quand même qu'il connaisse son unité de travail. Après ça dépend si le nombre d'acteurs que vous avez dans chaque unité et le nombre de personnes vraiment que vous allez pouvoir associer à la saisie de ces risques. On a des universités qui ont des très grandes unités où dans chaque unité ils vont avoir vraiment une personne distincte qui va être AP, valideur, directeur et ingénieur sécurité. Parfois, on a des petites unités où le directeur fait tout, ou alors où on n'a pas d'assistant de prévention et de valideur, où on va donner le rôle d'auteur, on va donner le rôle de saisie du risque à une secrétaire de laboratoire, par exemple. Donc vraiment, ça dépend de la structuration SAF. C'est vraiment en fonction de chaque établissement, de la typologie d'établissement et de la taille de l'établissement. D'accord. Et au niveau des responsables d'action, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous aurez la possibilité soit de définir des responsables d'action qui seront communs à toutes vos unités. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt mettre des termes génériques, par exemple les noms d'un service ou le nom d'un titre. Et ensuite, on va pouvoir, si on veut pointer vers des personnes précisément, pouvoir le faire également, mais là, au sein de l'unité, si je saisis en étant connecté sur une unité en particulier, j'aurai les responsables de mon unité. Si j'ai saisi ces responsables en tant que président, ils seront communs à toutes les unités. Donc, en général, quand on veut saisir des responsables d'action qui pointent vers des services, on va plutôt le faire avec le rôle président au moment où on paramètre la base initiale. Si ensuite on veut vraiment mettre des responsables d'action au sein des unités qui pointent vers des personnes précisément, on le fera au sein de l'unité, puisqu'il ne faut pas, par exemple, moi dans mes tests, j'ai mis que des formules génériques. Si par exemple vous mettez que le responsable d'action, c'est Monsieur Élie Didier, eh bien, il vaut mieux saisir Monsieur Élie Didier au sein des unités sur lesquelles il peut intervenir plutôt que sur toutes les unités, puisque ensuite, quand les AP des unités vont saisir des risques, dans les responsables d'action qui sont possibles, il va y avoir tous les responsables d'action qui ont été paramétrés et pas forcément ceux des unités. Je vous remontre. Donc, je retourne sur ici, ma proposition d'action. Vous voyez, là, j'ai les trois responsables d'action qui sont présents dans la liste. Donc, si jamais j'avais fait pointer des noms précis, eh bien, ici, j'aurai les noms précis. Moi, j'ai que de noms des services logistiques ou des responsables, voilà, des noms très arbitraires qui apparaissent parce que j'ai saisi des noms très arbitraires parce que je ne veux pas que ça pointe vers des personnes parce que ça peut être problématique si, par exemple, j'ai un turnover et que j'ai saisi toutes mes actions en lien avec une personne bien précise, eh bien, ça veut dire que le nom de ce responsable d'action, il va apparaître sur toutes les actions alors que peut-être c'est quelqu'un qui aura quitté l'établissement depuis. Donc, moi, j'ai tendance, voilà, après, il n'y a pas d'obligation, hein, mais j'ai tendance plutôt à choisir plutôt le nom d'un service ou le nom d'une fonction plutôt que le nom d'une personne. D'accord, merci. Alors, du coup, bon, moi, j'ai paramétré initialement les différents utilisateurs. Donc, du coup, je peux me connecter directement, cette fois-ci, en tant que valideur. On voit que j'ai 2 risques en attente de validation et 2 propositions en attente de validation. Donc, je vais cliquer dessus. Je sais pas, excusez-moi, je me suis pas connectée sur la bonne unité. J'ai dû cliquer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai un risque en attente de validation et une proposition en attente de validation. Donc, si je clique dessus, voilà, le valideur, il a bien le risque que l'AP vient de saisir et qui est en attente de validation. Voilà, le risque a été saisi le 28 juin à 15h17 par Élie Didier, il est de priorité 1. Il y a une proposition d'action qui est associée. Voilà, un équipement pour 1 000 €, c'est le service logistique qui est chargé de réaliser cette action. Je considère que tout est OK. Donc, soit je vais vouloir, alors là, c'est parce que j'ai fait un zoom. Voilà. Soit je vais vouloir valider l'ensemble de mes risques tout d'un coup. Donc, j'ai la possibilité, en cliquant sur ce bouton, de passer tous les risques qui sont à l'état approuvé à l'état validé.
soit je veux le faire manuellement et il me suffit de cliquer sur valider. Donc là, je n'ai plus aucun risque à valider puisque je l'ai validé. Voilà, et donc là, on voit bien que le risque il a été validé à 15h30 ce jour. Donc le risque il est bien validé. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant que le risque est validé, il a pris une référence de risque. Tout à l'heure, il s'appelait Eli 141. C'était le libellé du prénom plus le numéro du risque saisi. Donc là, c'est le 6e risque saisi sur l'unité en 2021. Et donc, je vais aussi venir valider ma proposition d'action puisque je veux la réaliser. Voilà. Et donc, une fois que je vais déclarer mon document unique, eh ben, le risque, il disparaîtra du prochain DU puisque j'ai indiqué que lorsque l'action serait réalisée, eh bien, ce risque disparaîtra. Alors, ce que j'avais fait sur cette unité de démo, c'est que je vous avais saisi préalablement différents risques. Donc voilà, il y avait 5 risques. Il y avait des propositions d'action qui étaient associées. On voit d'ailleurs que j'ai une action qui est hors délai, voilà, puisque elle s'affiche en violet ici. Donc elle est hors délai parce que normalement la date de fin c'était le 14 juin. Donc là je suis en retard. Et donc du coup, je vais venir un petit peu mettre à jour mon document unique que j'avais préalablement déclaré il y a quelques jours en vue de cette démonstration. Donc si je regarde l'historique, le document unique, il a été déclaré le 14 juin. Donc je le consulte si vous voulez, comme ça on va voir la différence avec la prochaine déclaration que je vais réaliser. Voilà, donc là j'ai le document unique. Donc sur les premières pages, comme je vous disais, ça ce sont les données de l'unité qu'on aura renseignées dans données de l'unité avec l'année de déclaration. Et puis une première partie avec l'inventaire des risques qui reprend les références de risque. Vous voyez que je n'ai pas le risque 6 2021 puisque je viens juste de le saisir, je ne l'avais pas déclaré. On a les informations sur la localisation du risque, les informations sur le facteur de risque, les informations sur la priorité du risque, des informations sur les modalités d'exposition, sur les moyens de prévention mis en place si on en a saisi, et s'il y a des carences, dysfonctionnements qui avaient été identifiés. Et puis, juste en dessous, le programme d'action de prévention. Est-ce que j'ai des actions qui sont associées à ces risques? Donc là, j'avais à chaque fois des actions qui étaient associées à ces risques. Le niveau de priorité du risque après réalisation des actions. Et puis, le type d'action, le coût, la date de fin, le responsable de l'action et puis le statut de l'action. Là, elles sont toutes en cours puisque c'est des actions que j'ai saisies et que je ne suis pas venue réaliser. Alors, avant de me connecter en directeur de l'unité, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre à jour, donc soit on peut le faire en tant qu'assistant de prévention, soit on peut le faire en tant que AP, c'est de venir dire qu'un certain nombre d'actions, elles ont été réalisées. Alors, je vais venir mettre le vrai coût, donc par exemple, au départ c'était 1000 €, finalement c'était 900 €, et la date de fin, je vais mettre aujourd'hui. Est-ce que ça va passer? Voilà. Donc là, on me propose soit, maintenant que j'ai réalisé l'action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des planches de présentation, soit je peux créer un risque résiduel. Donc le risque, il repassera à l'état rédigé et donc du coup, je pourrais le modifier si besoin. Soit je clique sur non et là, à nouveau, comme je vous disais, à chaque fois qu'on va faire une action, ça va nous expliquer quel va être le résultat de notre action. Donc là, si je clique sur non, et bien du coup, suite à la prochaine déclaration du DU, la proposition d'action, elle disparaîtra de l'inventaire puisqu'elle aura été réalisée. Et si jamais je veux mettre à jour mon risque, il faudra que je le dévalide pour que je puisse le mettre à jour. Voilà, donc à chaque fois qu'on va réaliser une action, on va venir préciser qu'est-ce qui va se passer. Donc là, moi, je mets non. Je ne veux pas créer de risque résiduel. Donc, ça n'a pas changé. Si vous considérez que la cotation elle a évolué par rapport à ce qui avait été saisi ici,
vous pouvez recoter le risque. Si vous considérez que la cotation du risque, elle avait été correctement cotée au moment de la saisie de l'action, on ne change rien et on met enregistrer. Donc voilà, donc là, mon risque, il est passé en priorité 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déclarer mon document unique. Donc là, pour l'instant, je suis valideur. Donc un valideur ne peut pas déclarer le document unique. Seul le directeur de l'unité peut déclarer le document unique. Cependant, j'ai la possibilité de visualiser le document unique au format PDF quand je suis valideur. Donc, la différence avec le document unique que j'ai ouvert tout à l'heure, c'est simplement qu'on va avoir 6 risques, puisque là, j'ai bien un nouveau risque à déclarer, puisque je suis venu valider le risque R6. Et... alors, je regarde juste... voilà. Et on voit que le risque R1 qui était en cours, eh bien, il a disparu des actions en cours, puisque je viens de indiquer qu'il est réalisé. Donc là, on n'a plus le risque, l'action liée au risque R1. Donc, dernière étape de ma démonstration, je vais me connecter en tant que directeur sur l'unité de démo. Je vais venir dans déclaration du document unique. Et là, on voit qu'en plus de aperçu du document unique au format PDF, j'ai la possibilité de déclarer le document unique. Donc, j'ai la possibilité aussi d'indiquer si le document unique il a été présenté au CHSCT ou au conseil d'unité ou de laboratoire ou de département ou de service. Donc, je peux mettre la date de présentation. S'il n'a pas été présenté, je coche non présenté. S'il a été présenté mais que je ne connais pas la date, je me présenter date inconnue. Donc là, il a été présenté. Je considère qu'il a été présenté ce jour. Donc, je vais déclarer mon document unique. On me demande de confirmer. Voilà, la déclaration du document unique s'est effectuée avec succès. Comme je vous le disais, à chaque fois, un petit message vert quand ça se passe bien, un petit message rouge avec l'explication de pourquoi ça ne s'est pas bien passé l'action. Si je vais dans historique, j'avais tout à l'heure uniquement ma déclaration du 14 juin. Donc là, maintenant, j'ai ma déclaration du 28 juin. Et puis, j'ai le bilan du programme de prévention passé. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait ensemble pendant la démo? C'est qu'on est venu, eh bien, par rapport au programme de prévention du mois de juin, eh bien, on est venu dire, voilà, cette action, elle a été réalisée. Donc, lors de ma dernière déclaration, j'avais l'ensemble des actions de prévention qui étaient contenues dans le programme d'action de prévention. Comme j'ai déjà fait une première déclaration de mon DU qu'une année, normalement, hein, dans un contexte normal d'utilisation, c'est déjà déroulé. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées? Si oui, je viens les réaliser et donc du coup, j'ai le statut qui change et ça apparaît dans le bilan du programme de prévention. Donc là, par rapport à l'année précédente, eh bien, on voit que je n'ai réalisé qu'une seule action. Bon, là, on est dans le cadre d'une démo, hein, donc logiquement, dans le cadre d'un contexte d'utilisation normale, on en réalise plus. Donc voilà pour l'aspect démo. Désolée, c'est un petit peu rapide, mais comme on a peu de temps sur la démonstration, j'essaye d'aller vite pour vous montrer le plus de choses possible, mais bien évidemment, on prendra plus le temps si vous vous engagez dans la vague de déploiement pour revoir tous ces aspects de paramétrage. Donc, Karine, je crois que je dois te relaisser la main. Je vais prendre le relais quelques instants avant de te la redonner. Merci. Ça marche. Ça permettra de respirer aussi. Oui, avant de passer éventuellement à d'autres questions-réponses, étant donné que l'heure tourne et pour que vous ayez l'ensemble des éléments. Après, de notre côté, il n'y a pas de souci pour déborder un petit peu avec ceux qui le souhaitent, voilà, qui n'auraient pas eu le temps de poser la question. Donc, les modalités de déploiement. Alors, en fait, les modalités de déploiement, elles concernent l'accompagnement que l'AMU va proposer à chacun des établissements qui souhaitent s'engager dans le déploiement de VRP. Donc, comme l'ensemble de nos solutions, et vous êtes pour la plupart familiers avec nos SI, c'est un processus de déploiement mutualisé
qui vous est proposé. Donc l'accompagnement à la mise en place de la solution est mutualisé lui aussi. Et cet accompagnement, il est compris dans le cadre d'une redevance de déploiement, puisque pour EVRP, ça fonctionne comme pour tous les SI de la MU. Vous avez dans un premier temps une redevance de déploiement qui est unique et qui ne concerne que l'année et la durée du déploiement du logiciel. Et ensuite, lorsque vous passez en phase d'exploitation, vous payez une redevance annuelle mutualisée qui concerne l'utilisation. Sur donc l'accompagnement au déploiement, nous accompagnons, alors c'est une moyenne, je vais rester 2 secondes sur la slide avant. Voilà, c'est une moyenne 3 établissements par an, ce qui est un nombre assez restreint, qui est lié tout simplement au temps qu'on peut mobiliser pour accompagner de façon efficace et de façon satisfaisante les établissements. Alors, c'est un chiffre qu'on vous a indiqué comme modulable selon la taille des établissements. En effet, accompagner Aix-Marseille Université pour déployer EVRP et accompagner une INSA ou une école d'ingénieurs, on n'est absolument pas sur les mêmes complexités de déploiement et du coup sur le même temps de mobilisation. Donc le chiffre de 3 est une moyenne, mais voilà, ça va dépendre des établissements qui sont dans la vague et qui souhaitent candidater. Donc ça peut, ça peut être porté à 4, ça peut être dans le pire des cas peut-être même limité à 2 si on a 2 énormes établissements. Bon, en général, 3, c'est un engagement que l'on a. Donc voilà à peu près, et il y a une vague par an. Il est possible toujours pour des établissements qui ont besoin d'accompagnement complémentaire qui va au-delà de cet accompagnement mutualisé, de nous faire part de leurs besoins, de nous solliciter, et dans ce cas-là, on travaille vraiment avec l'établissement en direct pour proposer le format d'accompagnement spécifique qui convient, et c'est quelque chose qui fait l'objet d'un chiffrage particulier. Tu peux passer, je t'en prie, Laurence. Voilà, ça, je vais te laisser la main juste sur cette slide. Alors, du coup, au niveau de ce qui est compris dans l'accompagnement, donc une fois que vous avez renvoyé votre convention à Karine, au mois de septembre, vous êtes contacté, pendant l'été pour pouvoir vous inscrire, parce qu'on ne prévient pas au dernier moment. Donc, au mois de septembre, il y a le séminaire de lancement. Donc, c'est là où on va vraiment vous présenter, voilà, on va vous donner des recommandations pour vous permettre de mener à bien le déploiement, des recommandations, on va dire, organisationnelles de l'équipe projet. Le planning de déploiement, voilà, nous on a des rétro-plannings avec l'enchaînement des tâches, ce qui s'est fait chaque année, ce qui nous paraît le plus adéquat à mettre en place pour que tout se passe bien au niveau du déploiement. Et puis une présentation des différents documents, outils, espaces qui vont être mis à votre disposition pendant toute la période du déploiement. Donc, à la suite de ce séminaire de lancement, on va vous laisser un petit peu digérer tous les documents qui vont vous être remis. Et on va vous laisser réfléchir sur la façon dont vous souhaitez paramétrer votre base. Donc, il faut savoir qu'au niveau du paramétrage, soit le paramétrage se fait intégralement manuellement. Voilà, vous allez remplir des fichiers Excel pour vous aider à structurer vos données de patrimoine. Voilà, combien j'ai de bâtiments, combien j'ai d'unités, et puis combien j'ai d'utilisateurs, ces utilisateurs, quel rôle ils ont, et puis on saisit tout à la main. Et puis, on a la possibilité, depuis l'année dernière, mais pour l'instant, ça n'avait jamais été utilisé, de charger en masse les données. Donc, on met aussi à disposition, dans le cadre de cet atelier de séminaire de lancement, des fichiers CSV de collecte pour remplir toutes les tables de l'application dans ces fichiers pivots et les charger en masse dans l'application. Donc, jusqu'à présent, pour l'instant, cet outil de chargement en masse, il n'a jamais été utilisé parce que les sites qui étaient engagés dans la précédente vague de déploiement n'avaient pas forcément soit le temps,
voilà, le temps pour réaliser ce chargement en masse, soit un service, une DSI, voilà, qui était assez, on va dire, il y avait assez de TP, donc du coup, ils n'ont pas pu prendre en main cet outil-là. Et du coup, Karine vous en parlera tout à l'heure, on a mis en place une option complémentaire pour les sites qui souhaiteraient utiliser les outils de chargement en masse, mais qui n'auraient pas le temps de le faire tout seul en autonomie. Donc voilà pour le séminaire de lancement et les choix qui vont devoir être faits au moment de ce séminaire de lancement. Lorsque vous avez commencé à faire votre choix, nous, on va juste vous aider. On va vous aider dans le choix en fait des découpages. Voilà, vous allez pouvoir nous demander des conseils. Est-ce que je fais une seule composante ou est-ce que je fais 3 composantes? Est-ce que je devrais paramétrer autant de bâtiments ou voilà, par exemple, pour vous donner une idée, une année, il y avait une université qui avait créé autant de fois le bâtiment qu'il était représenté dans les composantes. Par exemple, je prends un exemple, l'UFR, une faculté de lettres, le bâtiment A, il est partagé dans l'UFR philo, sociaux et puis psycho. Eh bien, le bâtiment A avait été créé 3 fois dans les 3 composantes. Or, c'est une erreur de paramétrage puisque ça duplique les saisies de bâtiments. En fait, le bâtiment, il suffit de le créer une seule fois, mais de dire qu'il est partagé à 3 composantes. C'est possible dans le VRP. Donc, tous ces conseils-là, en termes de paramétrage et d'aide au paramétrage, on met en place un atelier d'accompagnement pour voilà, vous aider dans la mise en place de ces choix de découpage. Ensuite, une fois que vous avez vraiment commencé, structurer les différentes unités, bâtiments et localisation, eh bien, vous allez avoir une journée de formation. Donc, il y a 2 participants par établissement où on va du coup vous faire une formation fonctionnelle sur l'outil EVRP où vous allez vraiment apprendre à saisir des utilisateurs, des unités, des composantes, voilà, tout ce qui a trait un petit peu au paramétrage. Et puis, apprendre à saisir des risques, coter des risques, valider des documents uniques, mettre à jour des documents uniques. Donc voilà, c'est une formation orientée vraiment utilisateur. C'est une formation fonctionnelle qui ne s'adresse pas du tout à la DSI. C'est vraiment des profils fonctionnels. Souvent, ça va être des personnes du groupe, on va dire, de l'équipe projet qui vont eux-mêmes former les différents AP de vos établissements parce que comme vous le voyez, il y a 2 participants par établissement qui sont formés dans le cadre de l'accompagnement qui est compris dans la redevance de déploiement. Et puis, à l'issue de cette formation, on va vous mettre à dispo la base initiale. Donc, soit la base initiale, elle sera vide et c'est vous qui allez la charger, soit vous commandez une prestation complémentaire où vous allez nous fournir directement vos fichiers Excel et c'est l'AMU par l'intermédiaire d'un travail avec notre intégrateur qui va vous fournir une base peuplée. Et puis ensuite, quand vous avez votre base qui est en production, vous allez pouvoir procéder à la formation de vos utilisateurs pour qu'ils commencent à saisir leurs risques, à déclarer vos premiers DU. Et puis nous, on vous recontacte sur la fin du déploiement pour faire un petit bilan, un point téléphonique sur le bilan de votre mise en exploitation. Donc, je crois que c'est encore moi. Donc, au niveau des différents documents qui sont compris dans la RDD, on va avoir toute la documentation fonctionnelle, donc le guide utilisateur sur toutes les fonctionnalités de VRP, un manuel de formation avec des exercices qui va vous permettre de former vos utilisateurs en interne sans avoir à créer vos propres supports et vos propres exercices. On va vous donner aussi un guide de paramétrage fonctionnel pour du coup initialiser votre base VRP et injecter saisir manuellement les données. Voilà. Est mis à disposition aussi, comme je vous disais, des documents pour charger en masse ces données, mais par contre, il n'y a pas d'accompagnement qui est compris dans la RDD de 900 € pour faire tout cet accompagnement-là. Donc, c'est une option en plus si vous souhaitez vous faire accompagner dans l'utilisation de cet outil.
Un kit de déploiement qui va vous permettre de vous aider dans la structuration des paramétrages à faire, donc des grilles de collecte et des données patrimoniales. Un guide de communication interne, parce que c'est vrai que la réussite du déploiement de VRP, elle est aussi basée sur une bonne communication en amont, prévenir, parce que comme on l'a vu, il y a énormément d'acteurs qui vont être associés, que ce soit dans la saisie des risques, dans la validation des risques, dans la déclaration du document unique. Donc, on s'est aperçu que c'était souvent bénéfique de faire un petit plan de communication pour prévenir de la mise en place de ce nouvel outil. Et puis un module d'aide donc pour la formulation des moyens de prévention, la formulation des actions de prévention et puis la cotation des risques et des propositions d'action. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Voilà, tout à fait. On a aussi une FAQ qui est mise à disposition avec les questions les plus fréquemment posées. Et puis, à noter, ce n'est pas de la documentation, mais il existe une liste d'échanges entre utilisateurs de VRP. L'inscription se fait par le biais du site de l'AMU. Vous pouvez directement demander en toute autonomie votre inscription sur la liste quand vous êtes site adhérent pour VRP. Ensuite, sachant que, oui, tu peux passer l'ensemble de ces éléments de documentation fonctionnelle qui vous sont remis lorsque vous vous inscrivez dans la vague, vous les retrouvez en fait en permanence sur le site extranet de VRP, donc ils ne sont jamais perdus, même si vous les égarez dans l'établissement. Voilà, il y avait un accès en permanence. Parce que des accès à ce site extranet vous seront automatiquement accordés dès lors que vous engagez dans la vague. Voilà, du coup, je vous le montre très rapidement. Donc voilà, c'est ce site-là, c'est l'espace collaboratif VRP. Et donc du coup, on va retrouver l'ensemble des actualités qui sont liées au domaine santé-sécurité et à l'application EVRP. Donc là, la dernière une, c'était les risques liés au Covid, parce que toutes les universités nous ont dit comment j'enregistre le risque Covid dans mes unités. Donc du coup, on a donné les informations en une. Donc chaque fois qu'on met une, eh bien les utilisateurs qui sont associés à notre espace collaboratif, donc vous y êtes de fait, dès que vous rentrez dans le déploiement de VRP, ils reçoivent l'information, les dates importantes. Vous voyez par exemple aujourd'hui la démonstration, et là vous allez pouvoir retrouver dans documentation solution, tous les documents qui sont mis à disposition de la communauté, qu'il s'agisse des documentations métiers, puisqu'on a un référent métier qui va nous mettre à disposition de la documentation métier. Donc voilà, hop. Bon, c'était les plus anciens au début, mais il y a des choses qui sont mis récemment, régulièrement. Tous les documentations fonctionnelles. Les documents de formation, où je vous disais, on vous met à disposition des documents de formation et puis des supports de formation, des corrections d'exercices, et puis tout ce qui concerne le kit de déploiement, voilà, et puis les documents liés à l'accompagnement aussi, voilà. Donc, vraiment, vous avez accès à tout. Et pour finir, la documentation technique aussi qui s'adressera plutôt à vos DSI, où ils vont avoir le cahier des charges d'implantation pour justement évaluer les configurations matérielles et logicielles qui vont être nécessaires du coup à l'installation de VRP, un document qui vous aide aussi à installer EVRP, et puis des manuels techniques qui expliquent les procédures de déploiement et de paramétrage, et puis les processus d'installation de la base de données. Donc sur l'aspect technique, moi je suis consultante fonctionnelle, donc je ne vous en dirai pas plus, mais n'hésitez pas à demander le CCI au DREM ou à poser des questions qu'on retransférera à notre consultant technique si vous avez besoin d'avoir un peu plus de précision. Juste pour vous dire, la base, c'est une base PostgreSQL, et au niveau de côté appli, côté appli Windows, c'est .NET. Voilà, Karine, je te relaisse la main. Oui, je te laisse tout afficher. Voilà, donc
Ça vous a déjà été dit par Laurence, mais en gros, si on essaye de résumer, il y a 3 options possibles pour vous pour paramétrer cette base qui, comme on vous l'a expliqué, vous est livrée vierge, donc non peuplée. En gros, 2 solutions qui sont en interne au sein de l'établissement, c'est donc soit vous avez un réseau suffisant d'assistants de prévention ou de personnel que vous pouvez mobiliser pour saisir les éléments des unités dans la base en direct. Donc, vous pouvez remplir directement cette base. Vous pouvez aussi, et c'est géré en interne au sein de l'établissement, utiliser les grilles de collecte que nous pouvons évidemment mettre gratuitement à votre disposition. Et dans ce cas-là, avec le concours en général d'une DSI ou d'une DRI, quel que soit son nom, pour vous aider à importer ces fichiers, à en vérifier la complétude, le renseignement correct suivant les modalités précises de renseignement, majuscule, pas d'espace, puisqu'il y a souvent ce petit type d'erreur technique. Donc, ils peuvent vous aider côté métier à vous assurer que vous avez correctement saisi ces grilles de collecte et ensuite votre DSI pourra faire l'import dans la base et vous livrer cette base du coup peuplée. Donc ça sont les 2 solutions que vous avez au sein de l'établissement. Et puis cette 3e option dont vous parlez, Laurence, qu'on propose en 2021 pour la première fois, c'est de confier ce travail, de vous appuyer sur la MU avec le concours de notre intégrateur pour faire ce travail de saisie des données dans les fichiers .csv et nous chargeons ensuite donc de la correction. Donc là, je ne vous redétaille pas tout le processus qui vous est détaillé sur la slide et que vous retrouverez puisqu'on va vous envoyer cette présentation. Mais en gros, voilà, vous saisissez, vous transmettez, vous nous transmettez les fichiers. S'il y a des allers-retours, s'il y a besoin de corriger des éléments de données parce que les tests montrent des erreurs, et nous chargeons, une fois que tout est correct, de l'import et on vous livre seulement à ce moment-là, la base chargée. Voilà, donc là, c'est 3 options. Et ça, c'est une prestation qui a un coût. Alors, on s'avance un petit peu aujourd'hui en vous indiquant les 1 200 € hors taxe. C'est en cours de validation au niveau du CODIR à la MU, mais bon, ça devrait se situer dans cet ordre de grandeur au coût réel du service, tout simplement. Voilà. Et en complément des formations utilisateurs qui sont proposées dans le cadre de l'accompagnement, et vous en avez eu un aperçu lorsque Laurence vous montrait l'extranet, l'espace collaboratif, il y a toujours dans le catalogue AMU des formations métiers, des formations utilisateurs. Donc si vous avez du renouvellement de staff, si vous avez une nouvelle personne qui récupère aussi la fonction d'assistant de prévention, voilà, il y a possibilité de les inscrire à des actions de formation qui sont proposées dans le cadre de la formation continue par l'AMU et à des coûts et des prestations qui sont standards, puisque quelle que soit la formation, c'est toujours 260 € par jour par stagiaire. Voilà. Il est possible aussi, ça ne concerne vraiment que les gros établissements en général, lorsqu'ils ont un énorme ou un très important réseau d'assistants de prévention, qu'on vienne sur site et qu'on puisse former 12 assistants de prévention ou 12 personnes jugées utiles au sein de l'établissement. Voilà, mais ça concerne véritablement les gros établissements. Je te laisse avancer, Laurence. Oui. Voilà, le calendrier de déploiement, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est donc une vague par an, donc a priori autour de 3 établissements pour la norme. Donc les vagues sont systématiquement au mois de septembre. Donc la prochaine démarre en septembre 2021 et donc on est sur des durées de déploiement qui sont variables en fonction de la taille de l'établissement, comme vous l'indiquait Laurence tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un petit établissement peut avoir terminé son déploiement et sa mise en production complète en 6 mois ou un petit peu moins. Un établissement de taille très importante avec un nombre d'unités conséquent et des complexités à gérer particulières, voilà, peut prendre 9 mois à déployer. Voilà, tout va être aussi question évidemment du nombre d'agents que l'établissement peut mobiliser. Là, vous avez une visualisation en gros de ce qui vous a été présenté dans le détail par Laurence, donc le séminaire de lancement qui est le 16 septembre, la date en est déjà arrêtée. Voilà, vous pouvez retrouver sur ce slide, en fait, qui est vraiment le planning, les différentes étapes.
de l'accompagnement au déploiement, donc les ateliers de paramétrage dont on parlait, la formation fonctionnelle qui intervient après. Vous pouvez retrouver l'étalement de toutes ces étapes sur les mois à venir, les différents points d'échange réguliers que vous pouvez avoir avec nous durant toute cette phase de paramétrage, puisqu'il est important de le redire. L'idée, c'est que lorsque vous terminez la phase de déploiement, vous savez utiliser le logiciel, mais vous avez déjà paramétré, votre base, et à la fin du déploiement, elle est vraiment complètement chargée, peuplée, opérationnelle lorsqu'elle passe en production. Donc le travail est terminé et entièrement derrière vous là-dessus. Et voilà. Et puis les actions qui vous concernent côté site en parallèle, donc pour la constitution de l'équipe projet et sa mise en place, en parallèle du travail de paramétrage qui commence, les choix stratégiques que vous opérez quand effectivement vous décidez de ce paramétrage et vous le commencez, les formations utilisateurs, et puis voilà. Et puis la mise en exploitation qui peut démarrer dès le mois de mars pour les premiers établissements qui sont prêts et qui peut s'étaler jusqu'à mai pour les établissements qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour cette phase. Ça sera transmis. Alors, l'accompagnement, une fois que vous avez déployé, l'accompagnement se poursuit et ne s'arrête évidemment pas juste au déploiement. Vous avez classiquement, pour les utilisateurs de SIAMU, un double niveau d'assistance. Donc, une assistance de niveau 1 qui est assurée par les correspondants de l'équipe projet EVRP qui ont été identifiés lors du démarrage du déploiement, qui assure voilà, le premier niveau de réponse aux différents utilisateurs sur je ne sais plus comment, voilà, comment je dois coder ça, ou etc. Et vous avez évidemment ces correspondants ont toute la littérature que Laurence vous présentait tout à l'heure à leur disposition, en plus des formations dont ils ont été bénéficiaires pour pouvoir répondre et assurer correctement ce niveau d'assistance. Lorsque la question est plus complexe et ne relève plus du niveau du correspondant au sein de l'établissement, il y a un niveau 2 d'assistance qui est proposé par l'AMU. Suivant les modalités classiques. Quand on déploie, quand vous déployez, on vous fournit évidemment la charte d'assistance AMU qui vous détaille toutes les dispositions, les délais de traitement, les délais de réponse, selon la nature du bug ou du problème rencontré, selon qu'il est bloquant, selon qu'il n'est pas bloquant. Voilà, donc vous avez ce double niveau d'assistance qui va continuer tout au long de la vie du logiciel au sein de votre établissement. Les modalités d'acquisition, donc Laurence vous en a déjà donné quelques aperçus, donc c'est un outil qu'on a voulu très abordable pour la communauté. Donc la redevance de déploiement que vous n'acquittez que lorsque vous vous inscrivez et une fois pour toutes est de 900 € hors taxe, que vous payez uniquement la première année et qui comprend la RDD qu'on vous a présentée tout à l'heure. La redevance annuelle mutualisée, elle comporte la métrique est simple, elle comporte une part fixe, quel que soit l'établissement, quelle que soit sa taille, et ensuite une part variable qui permet effectivement, évidemment, d'ajuster le coût de cette redevance annuelle à la taille de l'établissement, et qui est calculée donc sur la base de 30 € hors taxe par million d'euros gérés par l'établissement. Donc une solution qui est relativement modique à mettre en œuvre. Voilà. Et selon l'année, selon le moment où vous entrez, où vous installez véritablement la base, la RAM est proratisée la première année en fonction de... Voilà. Et donc, elle vous donne droit à cette maintenance permanente, donc aux évolutions de version majeures qui sont proposées par l'AMU chaque année, et elle vous donne droit évidemment à l'assistance et à l'assistance technique qu'on vient de vous présenter. Voilà, donc là on vous a donné des ordres de grandeur. Pour savoir quel pouvait être le coût de déploiement et d'une redevance annuelle en particulier pour les établissements. Voilà, on va passer vite parce que ça n'appelle pas. Voilà. Alors, ensuite on vous envoie sur le déploiement.
Peut-être que tu peux passer à la slide avant parce que ça va être une redite. Donc, en gros, quand vous décidez de vous engager, le calendrier, là, j'anticipe un peu, je crois aussi sur la slide d'après, comme c'est un déploiement qui commence, bon, vas-y, tu peux rembobiner, tu peux revenir. Voilà, comme c'est un déploiement qui va commencer avec un séminaire de lancement le 16 septembre, on est sur un calendrier où, en gros, on demande aux établissements de se positionner et, dans la mesure du possible, de renvoyer la convention avant le 15 juillet, ou en tout cas avant la fin du mois de juillet, parce qu'on est bien conscient que tout ça déborde toujours un petit peu, mais dans tous les cas, impérativement, pour pouvoir participer au déploiement, il faudra que ce soit opérationnel avant le début du séminaire. On peut vous demander si vous êtes sûr, si vous avez un accord de votre gouvernance, en fait, avant que la convention soit signée par toutes les parties inhérentes, pour sécuriser votre place dans la vague. On peut le faire sur la base d'une lettre d'engagement de la gouvernance de l'établissement qui confirme bien la volonté de déployer à partir de septembre 2021. Donc c'est le DREM, donc c'est moi-même, ou votre chargé de relations établissement pour les territoires dont je ne m'occupe pas, mais mes collègues du DREM qui vous enverront les documents nécessaires, viennent avec la convention toutes les annexes dont on parlait, le cahier des charges d'implantation, le guide d'assistance et le macro-planning qu'on vient de voir, la note de cadrage qui va vous aider à formaliser un peu votre projet. Donc voilà, tout ça vous est fourni à ce moment-là. Les conventions sont donc en cours de validation en ce moment, donc d'ici la première semaine de juillet. C'est pour ça aussi que le 15 juillet est une date qui arrive un peu rapidement. Voilà, les conventions pourraient être transmises aux établissements au début juillet. Si tu veux revenir un petit peu en arrière, Laurence, et puis je vais terminer mon propos là, puisque nous avons déjà débordé de 5 minutes. Voilà, vous retrouverez ici, je ne vais pas vous le redétailler, puisque c'est vraiment une synthèse de ce qui vous a été présenté, l'accompagnement qui est dans la RAM, les services dans la RDD, les services qui vous sont proposés dans la RAM, et toutes les prestations, qu'elles soient de formation, que ce soit des formations outils ou métiers, qui existent et sont mobilisables au besoin par vous, voilà, lors du déploiement. Et je vais surtout en terminer là pour cette présentation.